Nous sommes les Gaulois réfractaires. Gaulois un jour, Gaulois toujours. Nous défendrons nos libertés. De l'esclavage mondialisé, leur dictature jamais soumise. Oh, restez vivants, restez unis. Marie veille sur notre combat. Jour et nuit, Marie veillera sur tous ceux qui, pour la France, donnent leur amour et leur bravoure. Hey! Nous sommes les Gaulois réfractaires. Oui, donc mon livre a un titre effectivement un peu provocateur qui est Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Alors comme je le dis dans l'avant-propos, alors malheureusement j'en ai pas ici, tout a été vendu et j'en ai plus. Voilà. Comme je dis dans mon avant-propos, en fait le livre devait sortir en août 2022. Donc j'avais commencé à travailler dessus en juin, et puis à ce moment-là j'étais recruté par RT France, devenu RT en français depuis son déménagement. Et donc je fais, comme pour peut-être certains d'entre vous l'ont vu, j'ai une émission de géopolitique par semaine. Et c'est moi qui fais le script. D'ailleurs, je ne laisserai personne d'autre le faire, ce qui fait que c'est quand même beaucoup de travail. Donc finalement, j'ai mis beaucoup plus de temps à l'écrire. C'est pas plus mal parce que, comme vous le voyez, si vous vous procurez, j'ai des sources maintenant qui sont des sources incontestables, puisque c'est le New York Times, le Moscou, le Wall Street Journal, le Washington Post, Bloomberg. Donc c'est des sources absolument incontestables qui disent aujourd'hui la même chose que ce que je disais il y a quasiment 2 ans. Et même là, je viens de voir, d'ailleurs, on en parlait en arrivant, que dans Marianne, il y a eu des fuites de documents confidentiels, secret défense, sur le conflit ukrainien, qui dit en gros exactement ce que je dis. Donc, ce qui veut dire que, c'est un autre sujet, mais je pense que c'est l'armée française qui fait fuiter ces documents, sans doute qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Et je pense aussi qu'ils sont humiliés de voir ce que j'appelle les gamelins de plateau, hein, ces généraux, les colonels qui passent qui sont complètement plantés et qui donc donnent une très mauvaise image de l'armée française. Et donc je pense que c'est aussi un peu le sens. Donc ce que je disais ce que je pensais en juin 2022, c'était que l'Ukraine ne pouvait pas gagner la guerre, même avec l'aide de l'OTAN. Et comment j'ai fait cette analyse, c'est pas une boule de cristal. J'ai calculé le potentiel militaire de l'Ukraine, le potentiel militaire de l'OTAN, et j'ai comparé à celui de la Russie, que je connais bien, puisque j'ai travaillé dans l'armement, en fait, dans des gros projets de coopération militaire industrielle jusqu'en 2014, après les sanctions s'étaient terminées. Donc je connais quand même pas mal, je connais les principes de fonctionnement, il y a quelques domaines aussi où j'ai travaillé directement. Et donc je voyais bien que, par exemple, quand vous entendiez au début du conflit que la Russie allait manquer de munitions, quand vous connaissez le monopole de production de munitions de ces États qui s'appelle Techmash, quand vous connaissez la puissance de ces usines, il était évident que c'était complètement absurde. Et surtout le système de fonctionnement du complexe industriel russe, c'est-à-dire le fait que tous les matériels doivent être potentiellement produits totalement en mode autonome, c'est-à-dire que même quand vous avez des sous-ensembles importés de l'étranger parce que ça fonctionne mieux, parce que etc. En principe, la règle, c'est que tout doit être potentiellement produit en Russie. Et d'ailleurs, je me souviens, je discutais avec les militaires russes, donc à l'époque je travaillais pour le complexe militaire industriel français, et il y a une société allemande, franco-allemande je crois, mais surtout allemande, qui s'appelle Renk, qui fait des chaînes de mobilité pour les chars. Et donc les Russes voulaient adapter ces chaînes de mobilité sur leur char T-72, mais c'était pour l'export, c'était pas pour l'armée russe. Alors je disais pourquoi? Parce que c'est quand même une qualité allemande. Il m'a dit oui, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que potentiellement il faut que tous les systèmes soient produits en Russie. Donc c'est aussi pour ça que quand j'entendais que les sanctions allaient bloquer la production du complexe militaire-industriel russe, c'était absolument c'était absurde. Et en plus il faut voir aussi que la masse
de production est bien plus importante que la française. On voit même maintenant même que celle des États-Unis. Hein. Il y a 6 mois, le New York Times a sorti un article qui expliquait que la Russie produisait plus de munitions que la totalité des pays de l'OTAN réunis, 10 fois moins cher. Un obus de 152 mm russe coûte $600 à la production, il coûte $6 000 dans les pays de l'OTAN, et ça va ne faire qu'augmenter parce que l'énergie a augmenté, le coût de l'énergie a augmenté. Donc tout ça était clair. Donc en fait, cette analyse, donc, cette première connaissance que j'avais du complexe militaire-industriel russe, et aussi du complexe des... Je connaissais moins le complexe militaire-industriel américain, et je le surestimais d'ailleurs. Je le surestimais, je ne pensais pas qu'il était aussi... On a découvert qu'ils ne produisent pas de poudre à canon, comme nous, que tout est importé. Donc on a finalement découvert des failles. J'ai même plutôt surestimé le complexe militaire-industriel américain. Mais je connaissais le français, je connaissais l'allemand également, et je voyais très bien qu'on ne pourrait pas tenir la route avec la Russie, d'autant que la Russie a les matières premières. Et donc, une fois que vous avez les matières premières, vous pouvez produire ce que vous voulez, et surtout, vous n'êtes pas dépendant des prix du marché. À partir du moment où la Russie n'est pas en économie de guerre, personne n'est en économie de guerre. Sauf peut-être l'Ukraine, mais comme il n'y a plus d'industrie, ça ne se voit pas trop. Mais ce qui est clair, c'est quand la Russie a appuyé sur l'accélérateur, eh bien, elle a commencé à travailler au 3-8, et puis, si vous voulez, il faut vous présenter ce que c'est qu'une usine d'armement russe. Vous avez des machines-outils. En temps de paix, vous en avez 20% qui fonctionnent, mais en temps de guerre, les 80% sont prêts à fonctionner. Et donc la Russie, évidemment, est montée en puissance en 3 mois. Donc c'est ma connaissance du complexe militaire-industriel russe qui m'a permis d'analyser immédiatement, parce qu'aujourd'hui tout le monde dit, mais alors, par exemple, la critique des armements de l'OTAN livrés à l'Ukraine, aujourd'hui, vous la voyez dans les dossiers Marianne qui viennent de sortir, puisque les militaires français considèrent que les systèmes russes sont plus rustiques, plus efficaces, plus adaptés. Et comme je fais souvent des comparaisons avec le Troisième Reich, pas du tout sur l'idéologie, c'est pas la réduction ad Hitlerum, mais sur les erreurs qui ont été commises, notamment sur le poids des chars. Les tigres et les panthères étaient des chars magnifiques, mais qui étaient trop lourds, 20 tonnes trop lourds. Et aujourd'hui, vous regardez, il y a un journaliste du Sun qui a voulu faire un reportage sur des Challengers sur la ligne de front, et tout ce qu'il a filmé, c'est un Challenger qui s'enfonce dans la Rasputitsa, dans la boue très célèbre de ces régions-là. Donc le matériel de l'OTAN n'était pas adapté, ça aussi c'était facile à voir parce que les chars sont trop lourds. Il y avait dans une certaine presse spécialisée, notamment américaine, c'était connu. Non seulement les matériels étaient trop lourds pour le champ de bataille ukrainien, mais ils étaient même trop lourds pour la Pologne, dans lequel vos impôts ont été investis pour améliorer les infrastructures depuis 20 ans. Vous voyez, et notamment, il y a des projets pour remplacer le Bradley, donc le char de combat d'infanterie, qui ont été abandonnés parce qu'ils étaient trop lourds et qu'ils ne pouvaient pas emprunter les infrastructures polonaises. Donc imaginez en Ukraine où ils n'ont rien investi pendant 30 ans. Donc tout ça, en fait, c'était des choses que tout le monde savait. Tout le monde savait que l'Ukraine n'avait pas d'aviation. Son aviation était de moins bonne qualité que celle de 2014. Il y a eu beaucoup de pertes en ligne. Il y avait un équipage américain qui était venu tester un Sukhoi ukrainien et qui s'était écrasé, je crois que c'était en 2020. Donc les choses n'étaient pas bonnes dans ce cadre-là. La marine ukrainienne n'existe pas. Et contrairement à ce qu'on raconte, les drones marins ne changent absolument pas la situation. Kiev ne contrôle pas la mer Noire. Ils sont obligés de passer par le Danube pour leurs exportations, d'arriver en Roumanie et ensuite de faire du cabotage le long des côtes pour passer par les détroit du Bosphore. Puisque évidemment les Russes ne vont pas attaquer des bateaux dans les eaux territoriales bulgares, roumaines ou turques. Donc tout ça, c'était quelque chose d'assez clair. La deuxième chose, c'était l'armée russe. Donc l'armée russe était moquée. Je le décris, je prends quelques exemples. Sous-estimée largement. Elle s'est pourtant largement réformée depuis, comme Vladimir Poutine, c'est un de ses chantiers principaux. Donc ça commence en 2004, en gros. Il y a le choc de 2008, donc la guerre des 5 jours contre la Géorgie. Alors même si les Russes ont gagné en 5 jours, bon c'était contre la Géorgie, c'était pas très dur, mais globalement ça a révélé énormément de points faibles de l'armée russe. Et donc les Russes n'ont pas utilisé cette victoire pour arrêter de travailler, au contraire,
ils ont amélioré énormément, notamment ils ont créé un corps de sous-officiers, puisque une des particularités de l'armée soviétique, c'est qu'en fait il n'y avait pas de corps des sous-officiers. Vous avez les militaires du rang, les sous-officiers, et quelquefois d'ailleurs les officiers aussi à des rôles de sous-officiers. Et puis pour avoir servi, on est chez les vétérans, donc un corps de sous-officiers c'est quelque chose de très précieux. Des forces de l'armée française, c'est son corps des sous-officiers. Les capacités techniques, le contact avec la troupe, l'esprit aussi de corps. Et donc la Russie avait compris cette faiblesse-là. Et à partir de 2009-2010, a monté une école, l'équivalent de Saint-Mexan, avec un cursus plus long, donc qui peut aller de 1 an et demi à 2 ans, et a formé son corps de sous-officiers. Donc ça n'empêchait que par exemple au début, en 2022, vous aviez le colonel Goya qui expliquait, qui écrivait. Alors j'ai vu qu'il avait, il a peut-être lu, parce que je l'avais un petit peu taquiné, il a retiré la partie où il disait qu'il n'y avait pas de sous-officier, il n'y avait pas de corps de sous-officier dans l'armée russe. Mais c'était, dans toute l'armée française, tout le monde était persuadé qu'il n'y avait pas de corps de sous-officier. Et alors que plus j'ai visité cette école, c'est également l'école des troupes aéroportées, donc j'avais été invité, j'avais rencontré le général. Et donc il y a une véritable formation. Donc sous-estimation générale, aussi, je cite le cas d'un attaché militaire de l'armée française qui malheureusement racontait n'importe quoi dans ses conférences qu'il donnait, le général Martin, je le cite dans mon bouquin, que j'ai pu croiser d'ailleurs à Moscou, et qui expliquait que l'armée russe, les cadres étaient rigides, il y avait de la corruption, la totale. Pour bien se faire voir évidemment de sa hiérarchie, qui lui a permis de devenir le plus jeune général français à l'époque quand il a été nommé. Et le problème c'est que c'est faux, il n'y a pas de corruption dans l'armée russe, ou alors peut-être les contrats de femmes de ménage, la vaisselle, voilà. Mais le complexe militaro-industriel russe est contrôlé à 100% par l'État, quasiment. Et les parties qui sont pas directement contrôlées par l'État, en fait, donc il y a des usines qui produisent des sous-ensembles. En fait, dès que vous travaillez pour le ministère de la Défense, vous avez un représentant du ministère de la Défense dans l'usine. Je dirais une usine qui était de la lutte civile dans la ville d'Oulianovsk, et il y avait un bureau permanent pour le représentant du ministère de la Défense. Et c'est pas vous qui choisissez les prix. C'est pour ça que la plupart des usines, moi mon usine, ils voulaient arrêter de travailler pour le ministère de la Défense parce que c'était pas rentable. Donc ce que je veux dire, c'est que l'idée, parce qu'on parle de corruption, en fait, à la grande époque, il y avait deux types de corruption. Donc il y avait un grand type de corruption, c'était qu'aussi les salaires n'étaient pas versés directement sur les comptes, mais étaient donnés aux commandes du régiment qui donnaient de l'argent et qui voulaient, et notamment à lui. Donc, mais ça, c'est des choses qui n'existent plus. Donc, les gens en Occident, les spécialistes étaient encore sur des modèles qui n'avaient absolument rien à voir avec la réalité. Donc il n'y a pas de corruption dans le domaine de l'armement parce que c'est 100% contrôlé par l'État. Donc si vous voulez, une société d'État ne va pas proposer un pot de main à un général pour qu'il achète, pour qu'il valide son armement, puisque les bénéfices vont à l'actionnaire qui est l'État. Donc en fait, très mauvaise connaissance de l'armée russe, refus de voir la manière dont malgré tout elle a gagné en 2008, en 5 jours alors qu'elle était en mauvais état, refus de voir l'arrivée des nouveaux armements qui étaient des éléments importants pour la montée en puissance, pour ce que j'appelle le système de bataille russe, refus de voir également le fait que la population russe masculine est restée une population virile, très fière de son appartenance à l'héritage de la Grande Guerre patriotique en particulier, mais de toute l'histoire russe en général. Ce qui fait que quand il faut mobiliser des hommes pour partir sur le front, alors que ça n'avait pas été fait depuis 1941, globalement, par quelques problèmes techniques, parce que, encore une fois, ça n'avait pas été fait depuis 1941, ça s'est bien passé, et une véritable fierté chez les Russes de leur armée, le soutien de la population. Donc ça aussi, ça a été largement sous-estimé. Sous-estimation également du haut commandement russe, notamment le général Gerasimov, donc qui est le chef d'état-major de l'armée russe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, autant vous aviez le général Yakovlev, etc., qui parlait avec un manque de respect absolu, incroyable sur les chaînes de télé françaises, que vous ne verrez jamais sur les chaînes de télé russes par rapport aux militaires français, vous voyez. Alors que du côté ukrainien, il était extrêmement respecté. Par exemple, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne à l'époque, le général Zaloujny, qui aujourd'hui a été limogé, il avait donné une interview qu'il a donnée à la fin du mois
c'est en décembre 2022, il citait le général Zaloujny, le général Gerasimov, donc le commandement russe, comme un de ses modèles. Et il n'était pas du tout méprisant. Le mépris que vous pouviez voir sur LCI ou sur BFM TV, c'était pas du tout ce que disaient les généraux ukrainiens, y compris même si vous allez un peu sur les blogs, y compris bandéristes, ils prenaient les Russes très au sérieux. Donc vous aviez d'un côté la propagande ukrainienne qui était déversée sur les masses, dont vous récupériez les morceaux chez vous, sur LCI ou sur BFM TV principalement, mais en fait, chez les militaires, les spécialistes, il n'y avait pas du tout ce mépris que vous avez pu voir sur les chaînes de télévision françaises. Donc en fait, sous-estimation impressionnante de l'armée russe, et surtout sous-estimation du fait que l'armée russe est encore une armée d'appelés, et que donc elle a démarré la guerre avec 1 million d'hommes. Alors, le contingent c'était 160 000, d'après l'OTAN, mais en tout, l'armée russe, il y avait quand même de la réserve derrière. Donc sous-estimation, et puis après, au fur et à mesure du déroulement de la guerre, négation du fait que les Russes ont toujours été en infériorité numérique. Et ça, vous le verrez dans mon livre, c'est pas les chiffres que j'invente, c'est pas la propagande russe, c'est ce que dit l'OTAN, c'est ce que dit l'armée. Il y a un article qui est publié début février 2022, donc avant le début de l'opération spéciale, dans un magazine de défense ukrainien, qui s'appelle Défense Express, et on voit Zaloujny, donc le chef d'état-major, Zelensky, qui disent nous avons 420 000 hommes qui sont prêts à attendre l'invasion russe, etc., etc. Et les Russes attaquent, ça c'est l'OTAN qui le dit, avec 160 000 hommes. Et pourtant, ils prennent la mer d'Azov en 2 mois, ils font un bond de 100 km, ils traversent le Dniepr, ils prennent la ville de Kherson en 9 jours. Voilà. Le problème c'est que tout le monde était focalisé sur Kiev, alors qu'il y avait 30 000 hommes vers Kiev. Évidemment que les Russes n'avaient pas donné l'assaut sur une agglomération de 3 millions d'habitants, avec même pas 30 000 hommes. Donc, mais comme on était toujours, encore une fois, dans ces représentations presque racistes en fait, de l'armée russe, donc on nous a servi les assauts, les vagues humaines, etc. Tout ce que nous ont balancé les propagandes allemandes et les généraux allemands quand ils ont écrit leur mémoire après 1945. Et ça, c'était pas du tout le cas. La Russie ne peut pas se permettre de faire des vagues humaines parce qu'ils sont en large infériorité numérique. Et cette infériorité numérique va même se creuser en été 2022, puisque d'après le ministre de la Défense ukrainien Reznikov, ils ont levé une armée d'1 million d'hommes, puisqu'ils mobilisent tout de suite. Voilà. Et donc, vous aviez donc un contingent russe qui était toujours autour de 160 000-180 000 hommes avec les milices des républiques autoproclamées, face à 1 million d'hommes. Et contrairement à ce qu'on nous a dit, c'est ce million d'hommes-là dont la capacité combative était limitée. L'armée ukrainienne est exactement ce qu'on vous a dit de l'armée russe. C'est une armée pléthorique. Il y a des unités qui sont compétentes, mais de l'aveu même du chef du renseignement militaire ukrainien, le général Boudanov, il a dit ceux qui voulaient se battre, ils sont morts en 2022. Donc en fait, ce qui s'est passé, donc vous aviez effectivement, la Russie se battait en large infériorité numérique, et notamment à l'été 2022, donc au moment et ensuite à l'automne, au moment des 2 grandes contre-offensives ukrainiennes, surtout celle de Kharkov, parce qu'en fait, du côté russe, c'était plus un retrait opératif plutôt qu'une offensive ukrainienne. Eh bien, à ce moment-là, la Russie est quasiment à certains endroits à 1 contre 8. 1 million d'hommes d'un côté, 160 000. Ce n'est pas mes chiffres, c'est ceux de l'Ukraine et de l'OTAN. Donc la Russie mobilise, et à partir de l'année 2023, elle peut aligner, on va dire mi-2023, elle peut aligner une armée d'après les chiffres qu'a donné Vladimir Poutine, donc c'était en décembre 2023, de 617 000 hommes. Et Zelensky lui a annoncé une armée en janvier 2024 de 880 000 hommes. Donc depuis le début de la guerre, il faut bien comprendre les choses, c'est que l'armée russe est en infériorité numérique. Donc les vagues humaines, c'est pas le côté russe, mais je dirais même, c'est même pas du côté ukrainien. Personne n'envoie des soldats sans... Une vague humaine, c'est quoi? C'est des soldats sans protection qui sont jetés, comme la prise de Port Arthur par les Japonais en 1905, où en fait ils sont jetés sans armes, les premiers s'abattent, ils servent d'aplatir les barbelés, les soldats. C'est ça une vague humaine. Il n'y en a eu ni du côté russe, ni du côté ukrainien. Ce qu'il y a du côté ukrainien, et ce qui maintenant est reconnu
avec les fuites de Marianne, qui ont été publiées dans Marianne, c'est que les soldats ukrainiens sont mal formés. Et ça, c'est quelque chose que nous, on avait observé. Ils sont mobilisés, très peu formés. Quand ils sont formés, y compris en Occident, ils sont mal formés. Ils le disent eux-mêmes, et ça encore, c'est dans la presse occidentale, parce que bien, nous ne connaissons rien à la guerre de haute intensité. L'armée française, c'est une armée pour faire des guerres, je dirais, néocoloniales, enfin, je ne sais pas comment qualifier ça. Donc c'est la guerre qu'on a fait la plus sérieuse, c'était Daguet, c'était contre l'Irak, mais l'Irak était un pays du tiers-monde, la vérité. On disait que c'était la 4e armée du monde. Comment ça, c'est pas possible. Et donc en fait, voilà, ni en Angleterre, ni aux États-Unis, ni en France, on était capable de former correctement des Ukrainiens pour cette guerre de haute intensité, et je dirais même qu'aujourd'hui, c'est plutôt nous qui devrions nous former chez les Ukrainiens. Alors, je préfère que ce soit chez les Russes, mais globalement, eux ont une véritable maintenant, et encore une fois, c'est ce qu'ils disent dans des médias comme le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, le Politico, donc des médias anglo-saxons qu'on ne peut pas soupçonner d'être des agents du Kremlin. Donc l'armée ukrainienne donc, était pléthorique, mal formée. Elle avait aussi un défaut qu'avait l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'elle avait plein d'équipements différents. Il doit y avoir 7 types de chars différents dans l'armée ukrainienne. Vous avez donc les types soviétiques, T-64, T-72, ils maîtrisent, ils connaissent. Les premières choses qui sont envoyées dans l'armée ukrainienne en avril 2022, c'est des chars soviétiques qui viennent de Pologne, qui viennent de Tchéquie, qui viennent de Slovaquie, tout le matériel soviétique. Et je pense que c'est la meilleure aide que l'Ukraine ait reçue. La meilleure aide. Parce qu'ils maîtrisent. Et aujourd'hui, en fait, on leur a livré 14 chars Challenger trop lourds, trop hauts, donc pour lesquels il faut une logistique particulière. Des Abrams, je crois une trentaine, trop lourds, trop hauts, il faut une ligne logistique particulière. Des Léopard 2, ligne logistique particulière. Des vieux Léopard 1, donc ils n'en voient pas parce que c'est des chars qu'on met plutôt sur l'arrière. Mais en plus, il y a le problème de calibre, parce qu'il y a le calibre OTAN, le calibre soviétique. Nous, par exemple, la MX 10RC, c'est un 105 mm, mais je me suis dit, bon, 5 mm, c'est un calibre OTAN. Non, c'est un truc français, en fait, c'est notre calibre. Et est-ce qu'on avait des réserves? À mon avis, on n'en a pas beaucoup, parce qu'on était justement en train de s'en débarrasser, de les remplacer par d'autres véhicules. Donc, en fait, on a livré tout et n'importe quoi, on a créé des problèmes logistiques considérables pour l'armée ukrainienne. Et ça, encore une fois, aujourd'hui, on voit le résultat, mais c'était parfaitement prévisible dès le début du conflit. Donc, sous-estimation du complexe militaro-industriel russe, sous-estimation de l'armée russe, surestimation de nos propres capacités, surestimation de l'armée ukrainienne, avec tout le romantisme qui va autour de... Voilà. Aussi, surestimation même de la détermination de la population ukrainienne, puisque on voit dans tous les médias, vous pouvez voir, ils courent après les jeunes hommes, et même maintenant les vieux, dans la rue, parce qu'ils ne veulent pas aller se battre. Parce que, ça après, c'est précédent livre sur l'origine de l'Ukraine. L'Ukraine est une entité qui a été créée par les bolcheviks et qui a aggloméré des peuples qui n'ont rien à voir entre eux, et dont certains se haïssent. Hein. Les Ukrainiens de Lvov et de Volhynie, ils haïssent c'est des Russes du Donbass, par exemple. Donc ça, c'est une réalité qu'on n'a pas voulu voir. Et on nous parle des Ukrainiens, le peuple ukrainien, Poutine a consolidé l'Ukraine. Non, c'est faux, il y en a, ceux qui peuvent, ils partent, c'est 10 000 euros, mais ils partent. Et c'est la Russie qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés depuis le début du conflit, avec 3 millions de réfugiés. Et il y avait déjà énormément d'Ukrainiens qui vivaient en Russie parfaitement. Mon prof de boxe, Yann Kharkov, par exemple. Donc, nous, on vit avec les Ukrainiens depuis bien longtemps, et beaucoup, d'ailleurs, ont des relations familiales de part et d'autre. Donc, ça, c'était une chose. Et puis, la grande erreur, qui n'est pas l'hiver, c'est l'économie. C'est-à-dire qu'il y a une double erreur qui est occidentale, notamment côté français, c'est, je vais revenir à la sous-estimation de l'économie russe, et la mésestimation de la réalité macroéconomique mondiale. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, je pense qu'au Pentagone, il y a des gens au moins aussi futés que moi qui ont bien compris que l'Ukraine n'avait aucune chance. Je pense que quand Johnson, maintenant c'est officiel, enfin ça a été annoncé par le chef même du parti de Zelensky à la Rada, donc David Arkamay, où il a dit qu'en fait ils étaient prêts à signer avec les Russes début avril 2022, et que Johnson est arrivé, qu'il a dit non, on va faire la guerre. Pourquoi Johnson a dit ça?
je pense pas que aussi Johnson est quelqu'un de très intelligent. Donc il savait très bien que l'Ukraine ne pouvait pas gagner la guerre, et sans doute même avec l'aide de l'OTAN. Mais le plan, c'était que l'Ukraine devait tenir suffisamment longtemps, c'est-à-dire entre 3 et 6 mois, c'est ce que j'estime, et que les sanctions qui seraient mises contre la Russie, comme elle n'en avait jamais vu, pour citer Victoria Nuland, qui vient de nous abandonner d'ailleurs en ce campagne, eh bien, amènerait à la chute de l'économie russe, à l'effondrement de l'économie russe, annoncé par Bruno Le Maire en mars 2022. Voilà. Et je voulais, si Bruno Le Maire dit ça, c'est que autour de lui, tout le monde l'a convaincu, parce que quand il le dit, on voit qu'il le pense. Alors, on a compris que c'était pas une flèche, mais globalement, la plupart du temps, et c'est là où je pense la véritable erreur de ceux qui nous dirigent, des classes dirigeantes occidentales, c'est pas tant la sous-estimation de l'armée russe, je pense que c'est la sous-estimation de l'économie russe. Et ils n'ont pas voulu voir, d'une part, que l'économie russe se transformait, que derrière Vladimir Poutine, il y a ce que j'appelle un Deng Xiaoping, le grand réformateur chinois qui en 1879 lance toute une série de réformes qui amènent la Chine à ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc en fait, comme nous, les Français sont un peu éminemment politiques, donc ce qui nous intéresse en fait c'est la reconstruction de l'État, le retour du régalien, Poutine c'est comme Bonaparte, c'est comme le général de Gaulle, mais en fait ce qu'on n'a pas voulu voir, c'est aussi les réformes économiques. Et ça c'est fondamental. Vladimir Poutine a fait des réformes économiques qui ont tout simplement changé complètement l'orientation de la Russie. En faisant un pays avec une économie de marché extrêmement libre. En tant qu'entrepreneur, je peux vous dire que je ne vais pas vous parler des conditions de l'entrepreneuriat, mais ça va vous rendre fou, notamment le taux d'imposition. Mais en gros, donc, toutes ces réformes ont porté petit à petit leurs fruits. Et donc, Poutine est quelqu'un de parfaitement au courant des problèmes économiques, il les regarde avec beaucoup de lucidité. D'ailleurs, quand on écoute parler d'économie, en fait, il comprend tout. Et ça, c'était quelque chose de décisif. Et ça s'est manifesté notamment à partir de 2014, lorsqu'il y a eu les premières sanctions, suite à la destruction du MH17, donc, qui a été détruit par, comme je l'ai dit dans mon bouquin, ça j'en suis certain, par l'armée ukrainienne, et vraisemblablement, délibérément, avec la bénédiction de la CIA, puisque la France, l'Angleterre et l'Allemagne ne voulaient pas prendre de sanctions sérieuses contre la Russie après la réunification de la Crimée. Donc ça a provoqué, donc il y a eu toute une série de sanctions qui ont été mises contre la Russie. En gros, c'est pas de refinancement dans les institutions bancaires internationales à plus d'1 mois. Plus de transfert de technologies sur l'exploitation de certaines technologies, d'autres technologies d'exploitation d'hydrocarbures, et la fin, malheureusement pour moi, puisque c'est un de mes bons clients, de toute la coopération militaire entre les pays. Donc tout ça n'a pas affecté ni l'armée. Finalement, les Russes ont réussi à se procurer les technologies, à les développer eux-mêmes, notamment avec l'aide de la Chine. Donc ils sont maintenant capables de produire de toutes ces technologies d'hydrocarbures, de technologies, ils sont capables, ils les maîtrisent. Du côté institutions bancaires, en fait, étant donné que la Russie est un modèle de gestion de l'argent public, finalement, ils arrivent quand même à se financer, on le voit bien. Et puis, en ce qui concerne la coopération militaro-industrielle, eh bien, ça les a obligés, ça les a finalement aidés, puisque le peu d'ouverture qu'il y avait vers les technologies occidentales, ça s'est refermé, et donc ils ont été capables de totalement devenir autonomes en matière de... Donc, mais ce qui était aussi important, c'est que suite à ces sanctions, la Russie, elle, a mis des contre-sanctions. Et ça a permis de développer son secteur agricole, donc de devenir la première puissance productrice et exportatrice de blé, développement du secteur des engrais, développement de tout, donc non seulement de ça, mais également production de viande. La Russie était le premier importateur de viande porcine en 2014, aujourd'hui elle exporte. Et derrière, vous avez tout le secteur des machines agricoles qui a décollé. Et donc ça aurait dû attirer l'attention. Et à côté de ça, oui, il y avait également, quand la Russie a réunifié la Crimée, Visa Mastercard a cessé de servir la Crimée. Et les transferts d'argent interbancaires par le SWIFT ont été interdits vers la Crimée. Pour le reste de la Russie, ça fonctionnait. Donc en 2014, la Russie a mis au point sa carte MIR, qui coûte moins cher que la carte Visa Mastercard, et son système de transfert interbancaire qu'on appelle le SPFS, ce qui fait que lorsque les sanctions sont tombées en février, d'ailleurs les premières sanctions c'était là-dessus, donc c'était en fin février 2022,
si vous étiez russe et que vous travaillez en Russie, que vous partez aux vacances en Russie, vous ne voyez même pas la différence. Alors moi qui travaillais à l'international, notamment avec l'Indonésie, c'était compliqué, mais encore une fois, la technologie est avec nous, donc la blockchain, les crypto-monnaies, et des annonces qui vont être faites d'ailleurs sur les systèmes de paiement internationaux. A priori, Vladimir Poutine a signé un décret tout à fait innovant dans ce domaine, et donc la Russie a su s'adapter. Ça aussi, ça aurait dû peut-être éveiller l'intérêt en se disant ça va peut-être pas aussi bien marcher qu'on le pense. Non. Et pour ça, il y a une deuxième raison, c'est-à-dire que non seulement ils ont sous-estimé la puissance de l'économie russe, qui en fait, en parité de pouvoir d'achat, est la première économie européenne, la 5e au monde, et qui talonne aujourd'hui l'économie japonaise pour la 4e place. Et en plus, il y a eu comme une espèce d'aveuglement sur la réalité du monde économique aujourd'hui. C'est-à-dire que, en ces 10 dernières années, il y a des monstres économiques qui sont apparus, grands consommateurs d'énergie, et que donc la Russie, qui est tantôt premier, tantôt deuxième exportateur de pétrole au monde, premier exportateur de gaz, va évidemment trouver des clients pour ses produits. Donc il lui a suffi de s'acheter une flotte d'occasion de supertankers, et désormais ces deux gros clients, c'est la Chine et l'Inde. Donc la Chine, c'est la première économie mondiale en parité de pouvoir d'achat, et l'Inde également, mais il y a d'autres pays comme l'Indonésie, le Brésil, qui comptent sur la Russie et qui sont tout à fait intéressés à acheter ces hydrocarbures bon marché, avec une petite réduction. Alors la réduction était grosse au début, puis maintenant elle est tout à fait raisonnable, et ça, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est les médias économiques anglo-saxons, Bloomberg, enfin, les articles sont très nombreux dans ce domaine-là. Donc en fait, il y a eu à la fois la conjonction de deux sous-estimations de la force de l'économie russe, mais également du monde tel qu'il est. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ce sont des globalistes, hein, mais en fait, pour eux, le globalisme, c'est juste un système de domination mondiale par Washington, mais le monde, ils ne le connaissent pas. Et vraiment, c'est quelque chose, le poids grandissant de l'Asie dans l'économie réelle, c'est-à-dire l'industrialisation. Vous savez que l'Indonésie nous est passée devant. L'Indonésie. À l'image de l'Indonésie, c'est Java, enfin c'est des vacances, voilà. Mais non, en fait, non, l'Indonésie, c'est également une puissance industrielle et qui n'a pas l'intention de s'arrêter là, et qui a besoin d'énergie. Donc la demande énergétique mondiale fait qu'on ne peut pas se passer du deuxième exportateur, c'est pas possible. Vous pouvez retourner prendre dans tous les sens, ça s'appelle la loi du marché, et voilà. Et en plus, quand vous créez une instabilité sur le marché, ça provoque, parce que vous avez vu, compris à la pompe, l'électricité, parce que on a quand même 16% de notre bouquet énergétique qui vient du gaz. Et quand le gaz a été multiplié par 4, tout d'un coup, d'ailleurs Bruno Le Maire l'a réalisé, c'était en l'été 2022, où il dit oui, quand même, le gaz américain est 4 fois plus cher que le gaz russe. Oui, j'aimerais un peu de solidarité de la part de Washington, mais c'est pas Washington qui décide du prix du gaz, c'est le marché, Bruno. Hein. Et donc, voilà, le niveau du mise des finances. Donc évidemment, tout ça a été largement méprisé, et ce qui fait que, encore une fois, j'ai fait mon calcul que, étant donné ces circonstances, la Russie était certaine de l'emporter, dans tous les domaines. Et aujourd'hui, alors j'ai vu qu'en France, il y a toujours une petite latence, mais honnêtement, si vous allez dans tous les grands médias américains que je cite, le constat il est comme ça. Et je pense même qu'il y a une volonté de largage, y compris par les démocrates. Alors les démocrates aimeraient bien que ça se passe, que la catastrophe n'arrive pas avant les élections présidentielles. Ça, je l'avais dit dès le début de l'année 2023, j'avais dit l'échéance qui va commencer à devenir critique, c'est les élections présidentielles américaines. Parce que, si vous voulez, l'évacuation lamentable de l'Afghanistan, donc c'était l'été 2021, ne pèsera pas sur les prochaines élections, parce qu'en fait, la plupart du temps, les Français comme les Américains, ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe ici. Mais si Kiev subit une défaite militaire significative cet été, et tout le monde pense que les Russes vont lancer une offensive, beaucoup pensent que cet été, ce sera évidemment une catastrophe pour le Parti démocrate. Ou s'il y a un effondrement complet de l'Ukraine, parce que les Ukrainiens ne veulent plus y aller, que l'économie s'effondre, etc., ce sera une... Donc je pense que même du côté du Parti démocrate, il y en a qui disent qu'il faut arrêter, c'est perdu, c'est perdu.
Côté allemand aussi, on a des choses intéressantes qui se passent, notamment il y a eu ces écoutes qui ont été publiées par Madame Simonian, donc la patronne de RT, la patronne, je suis prestataire, je ne suis pas employé, mais et qui a dit, donc on voit des généraux allemands qui, comme par hasard, utilisent Webex, hein, c'est comme Zoom, ça permet, vous vous souvenez du Covid, voilà, donc un système pas du tout sécurisé, alors que normalement les communications sont sécurisées, et il parle de livraison des missiles, de destruction du pont de Crimée, voilà. Et ça, alors mon ami Edouard Husson, qui est spécialiste de l'Allemagne, on s'était pas donné le mot, mais je lui dis qu'est-ce que tu en penses, il me dit ça m'a l'air quand même d'une fuite organisée, il m'a dit c'est évident. La Bundeswehr ne veut pas partir en guerre contre la Russie, comme nous, ils ont déjà donné, et personne n'a envie d'aller mourir dans les steppes ukrainiennes. Donc je pense que là aussi, c'est ce qu'on voit du côté de la Bundeswehr, il y a quand même des gens réalistes, et surtout dans la Bundeswehr, par exemple, il y a un syndicat qui s'appelle le Bundeswehrverband, quelque chose comme ça, qui est dirigé par un colonel, le colonel Günster, et qui lui aussi avait annoncé en 2022 publiquement que de toute manière, les obus que l'Allemagne donnait à l'Ukraine, ils ne pourraient pas les recompléter au même prix, puisque entre-temps, l'énergie avait été multipliée par 4, le coût de l'énergie. Donc je pense qu'il y a une parfaite conscience du côté de la Bundeswehr que des limites, la destruction des cimetières de chars sur la steppe ukrainienne n'ont évidemment pas fait plaisir au complexe militaro-industriel allemand, c'est une très mauvaise publicité. Donc on est là, et visiblement je pense que c'est ce qu'on a maintenant du côté de l'armée française, si j'en juge d'après les fuites là aussi organisées vis-à-vis de Marianne. C'est-à-dire que le but c'est de montrer que l'armée française a très bien compris ce qui se passait en Ukraine, et que l'Ukraine ne pouvait pas gagner la guerre, et donc voilà, il y a des choses qui fuitent. Alors comment faire les dirigeants politiques de ça, parce que le chef des armées c'est le président français. Si ça vous intéresse, on pourra en parler, je vous donnerai mon avis sur ces déclarations. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que tous les dirigeants du bloc occidental, donc du bloc de l'OTAN, sont au courant de l'incapacité de l'Ukraine à gagner cette guerre. Et la question qui se pose maintenant, c'est que va vouloir la Russie. Donc, comme ça, j'ai bientôt mes 45 minutes. Je vais terminer là-dessus, et puis après, on pourra passer aux questions. Alors, que veut la Russie? La Russie, ce qu'elle voulait, à l'origine, c'était que les accords de Minsk soient respectés. Donc, les accords de Minsk, pour rappel, c'est signé en février 2015, après une cuisante défaite militaire de Kiev face aux rebelles du Donbass, donc des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Donc c'est un encerclement, un chaudron en fait, et toutes les réserves surtout qui avaient été accumulées pour que Kiev puisse faire une percée qui coupe en gros le Donbass de la Russie, tout ça est récupéré par les rebelles. Et d'ailleurs je me souviens, moi mon premier séjour dans le Donbass c'était en 2015, donc juste après Debaltsevo et les accords de Minsk, et j'avais demandé, alors vous êtes comment au niveau des munitions, et un des officiers m'avait dit, après ce qu'on a récupéré à Debaltsevo, on peut tenir une guerre mondiale. Donc ça avait été une véritable catastrophe pour Kiev, qui avait été obligé de négocier, parce qu'en plus les rebelles il y avait un risque que les rebelles continuent. Et donc réunion à Minsk, et donc à Minsk se réunissent, donc sous l'égide du président biélorusse, donc Loukachenko, se réunissent François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Poutine et le président Poroshenko. Et un traité est signé qui, en gros, dont les termes sont imposés par la Russie, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont en train de perdre la guerre. Donc il y a 13 termes, et parmi lesquels, en fait, qui devaient aboutir à l'obtention par le Donbass, les républiques autoproclamées, d'une autonomie substantielle. Voilà. Et donc, ça, en gros, ça fédéralisait l'Ukraine. Évidemment, ça allait pouvoir amorcer un mouvement général, puisque, encore une fois, on va rentrer en détail tout à l'heure, mais l'Ukraine est une multiplicité d'ethnies, d'histoires, voilà, il y a des Hongrois, il y a des Roumains, il y a des gens qui n'ont rien à faire avec l'Ukraine. Bon, bref. Donc cet accord est signé, c'est un accord, bien noté, entre Kiev et les républiques autoproclamées, et qui est contresigné en tant que témoin et garant par l'OSCE et la Russie. En plus de ça, la France et l'Allemagne s'engagent, alors c'est pas sur le traité mais s'engagent, à être garant de l'application du traité du côté de Kiev. Ce traité a une date de péremption, c'est le 1er janvier 2016.
Il est passé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, juste après, et donc c'est la résolution 2202 qui fait que, du point de vue du droit international, ce traité doit être appliqué. Et qu'en principe, tous ceux qui ont voté pour cette résolution, c'est-à-dire la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, doivent faire appliquer ce traité. Donc le problème, c'est pas que la Russie soit intervenue, c'est que en fait, la France, l'Allemagne et les États-Unis auraient dû intervenir avec la Russie pour forcer Kiev à faire appliquer ce traité. Or, non seulement ils ne font pas pression sur Kiev pour faire appliquer ce traité, mais il y a un point, 10e point sur le 13, qui dit que les armées, je cite, les armées étrangères doivent quitter le territoire ukrainien. Et depuis, à partir de 2014, et ça c'est encore officiel, c'est dans la presse, la grande presse, il y a une représentation de l'OTAN et il forme en moyenne 10 000 soldats ukrainiens par an. À côté de ça, ils livrent des armes, ils livrent les missiles de Javelin, ils livrent des missiles antiaériens. Donc en fait, ouvertement, l'OTAN ne respecte pas les accords de Minsk. Malgré tout, Vladimir Poutine, qui comme le dit très bien Thierry Mariani, devrait être prix Nobel de patience, tente de relancer à plusieurs reprises. Il accepte notamment ce qu'on a appelé l'initiative Steinmeier. Donc c'était Steinmeier est ministre des Affaires étrangères allemand en Maïdan, et ensuite il est aujourd'hui d'ailleurs encore président de l'Allemagne. Bon, c'est président, c'est un peu comme sous la Troisième République, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais donc il a mis en place cette initiative, je crois que c'était en 2019, pour assouplir un peu les conditions pour Kiev. Ça ne marche pas non plus. Rien ne fonctionne. Et à côté de ça, à partir de 2021, la situation pour l'Ukraine et pour Zelensky devient extrêmement dramatique. Pourquoi? Parce que l'économie ukrainienne, maintenant qu'elle est coupée de la Russie, s'effondre. Le transit du gaz par l'Ukraine diminue parce que la Russie utilise Nord Stream 1, Turkish Stream, s'apprête à lancer Nord Stream 2. Et donc pour Kiev, la situation est grave, et d'autant plus que Zelensky, qui est le premier corrompu d'Ukraine, tombe et cité dans les Pandora Papers. On est en octobre 2021. Donc que faites-vous lorsque vous êtes dans une situation pareille à l'intérieur? Vous trouvez une occasion de faire une guerre ou de mettre la population sous stress vital. Et donc les Kieviens préparent avec la bénédiction de Washington une opération pour reprendre le contrôle du Donbass, pour faire oublier les turpitudes locales. Et c'est dans ce cadre-là que la Russie intervient. Donc d'ailleurs, en plus, je cite les rapports de l'OSCE, le 20 février, la veille de la reconnaissance des républiques autoproclamées, notamment la ville de Donetsk est recouverte de bombes. Dans les rapports de l'OSCE, vous pouvez télécharger, il y a une carte et vous voyez tous les impacts, il y en avait partout. Donc on était en pleine préparation d'artillerie avant de lancer une opération qui allait forcer de toute manière la Russie à rentrer, puisque la Russie ne laisserait pas. Et c'est pour ça que pendant tout l'automne et l'hiver, vous avez Washington qui était au courant de ça, menaçait la Russie, il ne faut pas y aller, si vous y allez, vous allez voir les sanctions, etc. Donc, à partir de là, la Russie décide, donc le 21 février, c'est la reconnaissance des républiques autoproclamées. Et je pense que là aussi, il y aurait eu encore une chance d'arrêter la guerre. Mais immédiatement, Washington prend des sanctions, et bien sûr, Paris s'aligne. Donc, c'est-à-dire que Scholz, lui, vient d'être élu, il est toujours aux fraises, mais il est encore plus à cette époque-là, il arrive au dossier. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment regretté en 2022, c'est qu'il n'y a aucun parti d'opposition parlementaire qui ait attaqué Macron à une responsabilité énorme sur ce bain de sang. Énorme. Et si vous vous souvenez la conférence qu'il a eue téléphonique qu'il a eu avec Vladimir Poutine, qu'il a publiée en juin 2022, qui est un véritable scandale, hein, c'est une humiliation diplomatique, il l'a eu le 20 février 2022. Et vous voyez la légèreté. Et en fait, dans cette conversation, on voit qu'il n'a même pas lu les accords de Minsk. Donc il ne connaît pas la situation. Et il parle et tutoie Vladimir Poutine avec une vulgarité donc, qui lui est propre. Et en fait, le lendemain, Vladimir Poutine reconnaît les républiques autoproclamées. Donc cette absence, je dirais, de diplomatie, de sérieux, fait que Macron, encore une fois, parce qu'il n'a pas fait respecter les accords de Minsk, comme Hollande qui a reconnu qu'il n'était pas question de les faire appliquer, c'était juste de donner du temps à Kiev pour se réarmer, eh bien, porte une énorme, les socialistes, entre François Hollande et Macron, portent une énorme responsabilité sur le carnage, parce que c'est un carnage, et du côté ukrainien, il faut quand même le dire.
Donc là, les objectifs déclarés donc, de Vladimir Poutine, c'est la reconnaissance par l'Ukraine donc du rattachement de la Crimée à la Russie, mais ça, bon, de toute manière, c'était fait, il ne peut rien y faire, et de l'indépendance des républiques autoproclamées, et donc à terme leur rattachement à la Russie. En réalité, c'est ça. C'était un coup dur pour Kiev, mais après tout, ils avaient qu'appliquer les accords de Minsk, et malgré tout, c'était pas si dur que ça, parce que notamment, ils gardaient un accès à la mer d'Azov, puisque le port de Berdyansk, donc, qui est à côté de Mariupol, en fait, lui est dans la région de Zaporozhye, donc qui est juste à côté de la République populaire de Donetsk. Donc les conditions étaient dures, mais de toute manière l'Ukraine n'avait pas le choix. Et à côté de ça, Poutine demande un peu ce que nous on avait imposé aux Allemands en 1919, ce que les Allemands nous avaient imposé en 1940, c'est-à-dire une armée au format réduit, pour ne plus, et la neutralité pour ne pas rentrer dans l'OTAN, et la dénazification, c'est-à-dire la fin du culte de Stepan Bandera et des autres collabos, et la démilitarisation, et ça, bon, ça en gros, ça a été obtenu, parce que l'Ukraine a hérité entre 35 et 30% du complexe militaire-industriel soviétique, donc c'était quelque chose de sérieux, et ça, de manière, ça a été bombardé par les Russes immédiatement, donc aujourd'hui, on peut estimer que le complexe militaire-industriel ukrainien, à part quelques ateliers, des chaînes logistiques, a été complètement annihilé. Donc globalement, c'était pas... voilà. Et d'ailleurs, les Ukrainiens étaient d'accord, Kiev était d'accord. C'est pour ça. Et Zelensky a demandé à négocier au bout de 24 heures. Et les premières négociations ont eu lieu le 28 février. 4 jours après, les premières négociations ont lieu à Minsk. Le groupe qui va négocier pour Kiev rentre à Kiev et un des membres est assassiné. Donc là, c'est reprise en main par les ultras et par l'OTAN. Et finalement, ce qui se passe, c'est que malgré tout, donc finalement, les négociations continuent à Istanbul. Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, tente d'intervenir également pour rassurer Zelensky qui a peur que Poutine veuille le tuer. C'est lui-même qui le dit, hein, c'est Naftali Bennett. Et donc, on est sur le point de trouver un accord, et cet accord, finalement, ne sera pas signé. Parce que, donc, encore une fois, c'est ce que dit David Arakamia, le chef du groupe parlementaire de Zelensky à la Rada. C'est ce qu'il dit. On trouve l'interview. C'est sur la chaîne ukrainienne David plus David. C'est également ce qu'a publié le Wall Street Journal il y a 15 jours, les accords qui étaient donnés. Et c'est ce que Poutine a montré à la délégation africaine en juin, au moment du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il a reçu une délégation africaine qui était inquiète pour les questions céréalières, etc. Et il leur a montré un papier. Et après, il y a des gens qui ont zoomé et qui ont vu effectivement une signature, ce que la Russie demandait, et c'est ce qu'on retrouve dans le Wall Street Journal. Voilà. Donc en fait, les Russes étaient finalement pas très exigeants, même sur le Donbass, ça devait être encore négocié entre Poutine et Zelensky, voilà. Mais ni Washington ni Johnson ne voulaient ça. Ce qu'ils voulaient, c'est faire tomber Vladimir Poutine, et ils se sont trompés sur la force économique de la Russie, et donc Johnson débarque le 9 avril, et il dit non, on va faire la guerre. Et à partir de là, la guerre change. C'est plus une guerre de l'Ukraine contre la Russie, c'est une guerre de l'OTAN contre la Russie. Et malheureusement pour Kiev et pour l'OTAN, c'est qu'ils ne sont pas de taille. Et qu'aujourd'hui tout le monde le voit. Et que donc, c'est la conclusion d'ailleurs, je ne sais pas où dire la conclusion, mais en gros, je pose la question, qu'allons-nous faire de la victoire russe? Puisque ce qui va s'effondrer, en fait, c'est la croyance dans l'invulnérabilité et la supériorité de l'hégémon du modèle occidental, de l'hégémon de Washington. Et ça peut provoquer, comme après les grandes défaites militaires, la défaite russe contre les Japonais en 1905 a failli provoquer une révolution, la défaite de Sedan et contre les Prussiens a provoqué la fin du régime de Napoléon III, etc. Donc ce qu'on peut espérer, c'est que cette victoire russe contre les structures supra-étatiques qui nous dominent, va provoquer un réveil des peuples. Alors, pour être honnête, je ne vois pas de grandes forces politiques en France, j'en vois de petites, comme vous, ce qui est très bien d'agir au niveau local. En revanche, en Allemagne, je vois des choses sérieuses avec l'Alternative für Deutschland, qui a dit ouvertement qu'il voulait reboucher Nord Stream, faire la paix avec les Russes, arrêter les livraisons d'armes, mettre en sanctions. Là où le parti de Sarah Wagenknecht, à gauche populaire, qui s'appelle
Bündnis Sarah-Wagenknecht, donc BSW. Et donc voilà, quoi qu'il arrive, évidemment que ça va secouer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voyait les réactions hystériques du Premier ministre Attal ou sur les plateaux, où dire mais si la Russie gagne, c'est la fin de l'Europe. C'est leur fin à eux en fait. Parce que eux nous ont plongés dans la misère, mais on avait toujours cette idée que l'Occident quand même était le plus puissant. Et là vous avez une coalition de 50 pays quasiment, parce qu'il n'y a pas que l'UE et l'OTAN. Il y a l'Australie, il y a le Japon, il y a la Corée du Sud qui participe à l'effort. Donc vous avez cette coalition contre un seul pays, alors qui est un petit peu aidé par l'Iran et la Corée du Nord, mais globalement, et qui tient seul, et finalement, sans trop de difficultés, parce que, et je vais en finir là, quand vous regardez la part sur le budget russe de cette opération, c'est pas beaucoup plus que ce que la France dépensait pour la guerre d'Algérie. Et le contingent est inférieur. Hein, encore une fois, il y avait 1 million d'hommes au moment de la guerre d'Algérie en Algérie. Donc aujourd'hui, Poutine a annoncé 617 000 hommes. Donc encore une fois, cet échec va être il faut pas que ce soit, il faut que la victoire russe soit la nôtre, et il faut que cet échec soit celui de l'OTAN, de l'Union européenne, de cette commission non élue qui nous impose ces dictates. Voilà, les Russes vont gagner, la balle après sera dans notre camp. Voilà. Merci.